Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette session intitulée L'intelligence de marché et les besoins des institutions publiques, comprendre le marché et saisir les occasions. Mon nom est Alain Girard, je suis professeur et chercheur au Gastronomic Lab de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et je serai votre animateur pour cette session. On va passer tout de suite à la présentation des deux autres panélistes, Catherine Lessard et Julien Racicot. Je vais prendre quelques instants pour les présenter, puis on enchaîne. Mais vous verrez, les deux communications sont tout à fait, les deux communications se parlent très bien. Ça aurait été avantageux d'avoir la présentation un peu plus générale de Brigitte avant, mais il n'y a pas d'enjeu là, à avoir celle de l'APMQ avant, l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Alors, je vais vous présenter Catherine Lessard, qui est directrice générale adjointe de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Elle détient un baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval, ainsi qu'une maîtrise en économie et politique des ressources de l'Université du Maine. Au cours de sa carrière, elle a notamment travaillé comme consultante en économie de l'agriculture et de l'environnement, puis s'est dirigée vers l'appui aux organisations de producteurs agricoles. Elle a été directrice adjointe de la recherche économique pour les producteurs de lait du Québec et directrice des affaires économiques et agroéconomiques pour les producteurs de bovins du Québec. Elle travaille maintenant pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec depuis près de 3 ans, où elle occupe le poste de directrice générale adjointe. Elle est également secrétaire du Syndicat des producteurs maraîchers du Québec et de la Chambre de coordination et de développement de la recherche sur les légumes de chat. Julien Racicot, quant à lui, est économiste chez MCE Conseil, ayant travaillé auparavant au sein de l'Union des producteurs agricoles. Il est aujourd'hui un économiste expert du secteur en agroalimentaire québécois. Au courant des dernières années, il a accompagné différentes entreprises et organisations dans des projets agroalimentaires comme la Ville de Montréal, la Coop de solidarité, la Centrale agricole et la MRC de Roussillon. Depuis quelques mois, il accompagne l'APMQ dans l'élaboration de divers projets de commercialisation des légumes du Québec en circuit court. Alors, Julien et Catherine, je vous cède la parole et j'invite le public à nous envoyer des questions au fur et à mesure dans le chat. On prendra les questions après la présentation de Brigitte Marcotte. À vous la parole. Merci Alain. On va espérer que le partage d'écran va fonctionner dans notre cas et puis qu'on est capable de bien changer les diapos. Alors, on est bien heureux de vous... Ah, super, merveilleux de vous présenter notre étude sur les institutions publiques. Comme on vous l'a mentionné, je travaille pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Nous représentons nos membres, en fait, sont des producteurs maraîchers et horticoles qui représentent environ 80% de la production maraîchère du Québec. Alors, nous regroupons la majorité là, des producteurs qui produisent les légumes. On se définit comme étant la voix des producteurs maraîchers au Québec, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs activités de représentation et de lobbying. Et nous sommes également opérateurs de marché. C'est-à-dire que nous, on est opérateur, entre autres, du marché de la prairie, marché public. Il y en a peut-être qui le connaissent. Et on a aussi la place des producteurs qui sont au 92-44 boulevard P9. Nous sommes le plus important marché de gros et de semi-gros de légumes dans l'Est du Canada parce que c'est possible d'acheter directement aux producteurs. Et nous sommes ouverts aux détaillants, grossistes et distributeurs, et ce, pendant la période de production. C'est-à-dire que présentement, la place des producteurs vient tout juste de terminer ses activités, et ce, jusqu'au printemps prochain. Alors, voilà pour ce qui est de la PMQ. On passe à la diapo suivante. Nous avons mandaté MCE Conseil, comme il a été mentionné, là, pour faire une étude sur l'offre et la demande là, des légumes pour l'institutionnel public. Cette étude-là vient d'un projet plus large qui a été mandaté par la SNAC. À la base, on parlait souvent qu'une des problématiques là, pour l'approvisionnement en légumes du Québec, c'est la saisonnalité. On s'est dit, c'est pas le cas. Nous avons un certain nombre de produits qui sont disponibles tout au long de l'année. Puis à ce moment-là, on serait en mesure de desservir le marché d'institutionnel public là, en tout temps. Alors, on a démarré un projet pilote spécifiquement pour les carottes, les oignons et les pommes de terre, qui sont des produits qui sont produits en grande quantité par les maraîchers québécois et pour lesquels on a une offre qui est supérieure à la demande. C'est-à-dire qu'on en exporte un certain nombre et puis on sait là, qu'on serait en mesure d'approvisionner le marché institutionnel. Alors, on a démarré une étude d'opportunité pour la commercialisation de ces 3 produits en circuit court par les maraîchers.
auprès des réseaux institutionnels québécois, tout en utilisant notre plateforme de commercialisation dont j'ai déjà parlé, la PDP. L'objectif du projet, plus généralement, c'est de rapprocher les gestionnaires des services alimentaires du milieu institutionnel du public, donc surtout là, la santé, services sociaux, éducation, enseignement supérieur, c'est ce qu'on regarde de plus près, afin de favoriser les échanges et faciliter la connaissance des besoins et de l'offre disponible. Alors, ça rejoint directement les objectifs de la SNAC. Alors, pour ce faire, nous travaillons sur l'intelligence du marché et l'étude venait à bien comprendre et à documenter la demande institutionnelle de façon à l'arrimer à l'offre et pouvoir par la suite là, poursuivre avec l'approvisionnement en nos 3 légumes. Alors, je cède la parole à Julien qui va vous présenter les principaux résultats de l'étude. Merci beaucoup, Catherine. En effet, le titre de l'atelier de cet après-midi est vraiment un bon résumé de la phase qu'on vous présente, les faits saillants cet après-midi, l'intelligence de marché, les besoins des institutions publiques, comprendre le marché, saisir les occasions. C'est vraiment dans une démarche d'entonnoir que nous avons réalisé l'analyse pour définir, dans un premier temps, à l'intérieur de la SNAC, il y a déjà beaucoup de statistiques qui ont été répertoriées sur qu'est-ce que consomme le marché institutionnel, puis on est allé de plus en plus pointu pour essayer de définir en termes de légumes, pour les 3 qui nous intéressent dans le projet pilote, les carottes, les oignons et les pommes de terre, qu'est-ce qui est consommé, dans quel format et comment on peut mieux arrimer l'offre avec la demande. On est parti très large en prenant la demande alimentaire globale de l'ensemble du Québec, qui est de 51 milliards de dollars annuellement. Avec l'inflation des dernières années, c'est appelé à augmenter, évidemment, mais ce qui nous intéresse plus, c'est les proportions. Donc, on a 2/3 qui est consommé au détail, en bref, dans les magasins d'alimentation. On a 1/3 qui est dans le réseau institutionnel HRI, le grand réseau. La majorité est au niveau des restaurants et des hôtels, mais on a aussi l'institutionnel non commercial, donc le créneau qui nous intéresse le plus, qui représente quand même 3,2 milliards de demandes alimentaires bon an, mal an, mais ça demeure 6% du marché. Donc, le 6% est à garder en tête pour la suite. Ensuite, dans un projet pilote porté par la PMQ, on vise d'abord et avant tout les fruits les plus faciles à cueillir, c'est-à-dire des masses critiques importantes où sont consommés d'importants volumes de légumes dans le réseau institutionnel. Et ça se retrouve principalement au réseau de la santé, qui représente presque le 2/3 de la demande alimentaire institutionnelle au Québec. C'est presque 1,5 milliard annuellement. Et dans un deuxième temps, à l'intérieur du réseau de l'éducation, ce qu'on a ciblé, c'est beaucoup plus le réseau de l'enseignement supérieur, donc les cégeps, collèges et universités, où on a une masse critique, encore une fois, plus importante d'utilisateurs, de mangeurs qui sont situés sur un même lieu, alors que le réseau plus primaire et secondaire est beaucoup plus éclaté et utilise beaucoup plus la manière contractuelle sous-traitée pour la gestion alimentaire. Tranquillement, on se rapproche, on a fait un accent beaucoup plus spécifique sur le réseau de la santé pour comprendre ce marché-là, comprendre l'approvisionnement dans différents créneaux. Le schéma à l'écran, il vous illustre en fait les circuits d'approvisionnement pour 3 volets différents dans les légumes. En bleu foncé, on a le schéma d'approvisionnement pour les légumes surgelés. Et ça fait écho aux discussions et présentations qui ont été faites ce matin lors d'autres ateliers dans le cadre du forum, que les légumes surgelés, les établissements, les lieux physiques, un hôpital, par exemple, au Québec, s'approvisionne par le contrat d'épicerie, le fameux contrat CAG national qui est subdivisé selon 3 grands territoires, Montréal-Laval, l'Est et l'Ouest. C'est les 3 grands distributeurs au Québec que l'on connaît bien, Cisco, Gordon, Colabor, qui sont responsables sur chacun des territoires respectifs de fournir l'ensemble des produits à l'intérieur du contrat d'épicerie, dont les légumes surgelés. Ensuite, ces distributeurs-là se tournent vers des entreprises qui vont les approvisionner en légumes surgelés. Et là, on peut penser à une entreprise québécoise comme Norterra, Bonduel, avec sa marque Arctic Garden qui fournit des légumes québécois surgelés, mais aussi plusieurs autres entreprises qui peuvent être fournisseurs de légumes surgelés. Et dans ces cas-là, parfois, c'est des légumes surgelés importés. Il n'y a aucune actuellement
exigence, critère, il n'y en a pas encore sur la provenance des légumes surgelés à l'intérieur du contrat CAG. Ce qui fait en sorte que la règle qui prévaut, comme ça a été abondamment discuté ce matin dans les différents ateliers, c'est la règle du plus bas soumissionnaire dans le cadre d'un appel d'offres public et en conformité avec les accords de libéralisation des marchés et la LCOP, la loi sur les contrats des organismes publics. Vous allez voir un petit peu plus loin dans l'analyse des statistiques, l'intelligence de marché nous amène à conclure que cette situation-là actuelle fait en sorte qu'il y a beaucoup de légumes surgelés importés qui sont servis dans le réseau de la santé. Du côté des deux autres marchés, dans le frais, les flèches en verte, ou dans le préparé frais, les flèches en orange, on a une situation où il y a beaucoup plus de liens directs entre les lieux physiques où est consommé et les intermédiaires précédents. Donc, à travers différentes consultations d'acteurs du milieu, on s'est rendu compte que bien souvent, ces contrats-là sont sous le fameux seuil de 121 200 qui fait déclencher un appel d'offres public. Et ça donne plus de marge de manœuvre aux organisations pour introduire des critères et des exigences quant à la provenance des légumes du Québec, que ce soit dans le frais, mais aussi beaucoup dans le préparé frais. On a des exemples dans des régions où le CIS et le CIUS vont favoriser vraiment une entreprise de transformation qui va s'approvisionner en priorité de légumes de la région, en deuxième temps de légumes du Québec, dans un troisième temps de légumes canadiens, ensuite américains, mais tout ça dans une perspective de vraiment plus favoriser les légumes régionalement. Puis ça se voit un petit peu plus loin dans les statistiques qu'on a décortiquées que les légumes frais et préparés frais, on a un bien meilleur bilan d'autonomie alimentaire que dans les surgelés. Pour arriver à cette analyse d'intelligence de marché puis d'établir les besoins des institutions, on tient à grandement remercier l'ITHQ avec son service d'accompagnement en approvisionnement local, mais aussi Aliments du Québec par le programme Aliments du Québec au menu, qui ont des grandes bases de données empiriques sur ce qui est réellement consommé dans les institutions. Par une extraction qu'on a pu avoir accès, on vous présente un exemple qui est dans le réseau de la santé spécifiquement. On a pu avoir accès à des données de consommation vraiment d'établissements du réseau de la santé et l'échantillon qu'on a analysé, il englobe 60% de la capacité du réseau de la santé du Québec. Donc, c'est un échantillon qui est très représentatif et qui nous permet par la suite de faire des extrapolations puis des inférences sur ce que consomme l'ensemble du réseau québécois de la santé. Ce qui se dégage de cette analyse plus empirique-là, l'intelligence de marché qu'on en soutire, le principal constat majeur, c'est sur la question des légumes surgelés. Dans la carotte et dans l'oignon, c'est vraiment une forte majorité des carottes et des oignons consommés dans le réseau de la santé qui sont sous forme surgelée. C'est 79% dans l'oignon et c'est 87% de la valeur totale dans la carotte qui est consommée en surgelé. Et par la suite, la deuxième constat subséquent, c'est que ces légumes surgelés-là, il y a une proportion significative, autant dans la carotte que dans l'oignon et aussi dans la pomme de terre, que ce sont des légumes surgelés importés. Je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure sur les contrats nationaux d'épicerie qui sont octroyés aux plus bas soumissionnaires et plus souvent qu'autrement, qu'on constate dans les statistiques de consommation, c'est que dans le plus bas soumissionnaire, c'est souvent les légumes surgelés importés qui sont fournis à cet endroit-là. À l'inverse, lorsqu'on regarde plus dans les légumes préparés frais, on a un bien meilleur bilan en termes d'approvisionnement québécois, donc la source québécoise, que ce soit dans les pommes de terre, on est à 71%, que ce soit dans les oignons, on est à 83% qui sont d'origine du Québec. Donc, dans ces créneaux-là, le préparé frais, il y a une meilleure favorisation des légumes québécois. Dans le frais non préparé, c'est des volumes très, très petits. Donc, de la carotte en sac de 50 livres ou des oignons non préparés, non pelés, ou même des pommes de terre fraîches non préparées, c'est des volumes
relativement marginaux qui sont consommés par le secteur de la santé spécifiquement pour de multiples raisons, notamment la pénurie de main-d'œuvre en cuisine en est une. Sur l'aspect des légumes surgelés, un constat qui est plus préoccupant, qui touche surtout la carotte et l'oignon, comparativement aux pommes de terre. Les pommes de terre surgelées importées, elles sont surtout du reste du Canada par des marques bien connues comme McCain et Cavendish. Et on peut dire qu'en termes de normes concurrentielles de production, transformation, on est dans le même environnement réglementaire dans les autres provinces canadiennes et au Québec. Là où c'est moins le cas, c'est dans la carotte et dans l'oignon, où les légumes importés par le réseau de la santé proviennent en majorité de Chine et de Pologne. Depuis 10 ans, on a vu la valeur des importations québécoises de légumes surgelés tripler. Ils sont passés de un peu moins de 20 millions de dollars en 2012 à presque 60 millions de dollars en 2022. Et il y a beaucoup le réseau institutionnel qui fait partie de cette hausse-là d'importation de légumes surgelés de l'étranger. Cependant, dans nos travaux, avec la consultation vraiment exhaustive d'acteurs du milieu, notamment on a parlé avec des gens qui travaillent en cuisine dans des hôpitaux, des gens qui travaillent en cuisine dans des résidences, des gens qui sont des acheteurs du réseau institutionnel, des entreprises qui font de la transformation et aussi des producteurs maraîchers. Et ce qui se dégage beaucoup, c'est le fait qu'on n'est pas en train de comparer des pommes avec des pommes. Les gens du réseau institutionnel qui sont dans les cuisines vont savoir de quoi que je parle quand on parle du fameux glazing, qui est le mot désigné pour parler des frimas, la glace qui s'accumule sur les légumes surgelés qui sont importés comparativement aux légumes québécois qui ont des normes de production beaucoup plus élevées, qui doivent être cultivés dans un rayon de 90 km de l'usine, qui doivent être surgelés en moins d'1 heure après la cueillette. Donc, la norme, la qualité des produits québécois versus importés est très différente. C'est sans compter la texture de ces légumes-là, la qualité des coupes qui est beaucoup plus régulière et non plus sans tenir compte de la réciprocité des normes. On peut penser aux normes de production des producteurs maraîchers québécois quant aux normes environnementales, gestion des pesticides, de l'eau. Tout ça, en comparaison au Québec versus ce qui est produit en Chine et importé ici, on est dans deux mondes totalement différents. Et sur le graphique que vous voyez présentement à l'écran, ça illustre bien cette réalité-là où la ligne en bleu pâle qui est la plus haute, c'est le prix moyen que le Québec exporte ses légumes surgelés. Réussissent à trouver des débouchés sur des marchés extérieurs qui valorisent le produit québécois à sa juste valeur versus la ligne en bleu qui est inférieure, c'est le prix qu'on paie en moyenne pour importer des légumes surgelés au Québec. Donc, on voit un écart significatif entre les deux. En matière de production puis en matière d'offres, l'offre québécoise, Catherine l'a bien mentionné en introduction, dans la carotte, dans l'oignon et dans la pomme de terre, elle est abondante, elle est amplement suffisante pour répondre à la demande. Même que dans les 2 dernières années, entre 2020 et 2022, cette offre-là a été en croissance dans les 3 légumes qui nous intéressent. Mais elle a surtout été valorisée et commercialisée, encore une fois, à l'exportation, même pour les légumes frais. C'est notamment aux États-Unis en raison de sécheresse qui a eu lieu en Californie, mais aussi d'une structuration et d'un financement beaucoup plus élevé des banques alimentaires américaines qui viennent acheter des légumes de second grade au Québec de la catégorie 2 pour les valoriser et paient des prix qui sont supérieurs aux maraîchers québécois que ce qui est offert dans le réseau de la transformation pour éventuellement l'institutionnel québécois. Donc, les maraîchers québécois trouvent les meilleurs débouchés possibles pour passer à travers des situations où, par exemple, en 2023, c'est une année vraiment catastrophique pour le secteur maraîcher québécois. Les rendements et la qualité même des légumes a été beaucoup mise à mal par les conditions climatiques extrêmes qui ont été vécues au courant des derniers mois.
Désolé, Julien, de t'interrompre. Oui, C'est Alain, l'animateur. Écoute, comme on a pris un peu de retard sur la session, je te demandais de procéder un peu plus, d'aller vers les conclusions rapidement pour qu'on ait du temps oui, pour on Brigitte, car il arrivait aux semblerait qu'il va falloir conclusions qu'on avec termine vers 2 heures. Catherine. Désolé, hein, Julien. Je te permets de conclure, Catherine, justement. Ton micro, Catherine. Désolée, peut-être juste, Julien, revenir sur la diapo précédente là, sur laquelle on est passé tout droit. Je vais faire ça vite. Là. Alors, les conseils puis les pistes d'action pour favoriser les légumes du Québec, là, selon ce qui a été présenté par Julien. Ben, tout d'abord, là, les volumes de légumes, donc carottes, oignons, pommes de terre, qui sont consommés à l'état frais, non transformés par le secteur alimentaire institutionnel, sont relativement faibles. On l'a vu. Puis c'est aussi ce qu'on veut mettre de l'avant davantage dans le cadre de ce projet. Ensuite, on voit comme étant favorable là, l'introduction de critères ou d'exigences en développement durable dans les appels d'offres du CAG et des institutions et des établissements publics de façon à permettre là, de donner une chance supplémentaire aux produits québécois. On veut aussi favoriser et prioriser les légumes frais, même dans un cas plus transformé. Comme on a vu, c'est en majorité des produits d'origine québécoise, ce qui va permettre d'améliorer le bilan d'approvisionnement. Et puis enfin, ben, la SNAC et sa mise en opération par le réseau institutionnel, là, ça génère un effet de signaling qui force les acheteurs et puis les vendeurs à s'intéresser davantage là, à la provenance des produits. Donc, je dirais que c'est les 4 grands constats du mandat. On va continuer avec les pistes. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant qu'on a cette étude et puis qu'on a aussi ces conclusions, quelles sont les suites? Alors, pour qu'est-ce qui est du secteur du frais, avec la PDP, on souhaite voir si ce serait possible d'élargir notre offre de services qui sont de consolidation de commandes et de livraison pour les institutions publiques, puis voir comment est-ce qu'il faudrait qu'on adapte là, nos services pour faire une offre spécifique pour ces acheteurs. Alors, ça, c'est une première chose qu'on va faire. Ensuite, du côté du transformé, on souhaite voir s'il y a une opportunité de travailler avec nos membres pour faciliter et puis coordonner les approvisionnements. L'approvisionnement, c'est un des enjeux. Hein, il faut qu'il soit stable et puis idéalement à des prix qui sont relativement constants pour éviter des fluctuations. Alors, c'est une deuxième chose qu'on veut regarder. Et enfin, du côté du surgelé, on en a parlé, mettre en place des critères de développement durable pour favoriser les légumes du Québec dans les appels d'offres, ce qui pourrait permettre aussi de passer vers du surgelé importé vers du frais local, qui soit précoupé, prépelé, précoupé. Puis également, là, regarder du côté du surgelé local également là, pour l'approvisionnement. Alors, je vous dirais qu'au cours des prochains mois, on va explorer chacune de ces pistes-là et puis on espère que ça va favoriser un plus grand approvisionnement là, en légumes locaux par nos institutions. Alors, je vous remercie pour votre attention lors de notre présentation. Merci Catherine et Julien. On va sauter tout de suite à la présentation de Brigitte. Alors, je vais vous lire un petit peu sa biographie, puis ensuite je vais lui céder sa parole. Donc, depuis plus de 20 ans, Brigitte Marcotte œuvre à la mise en valeur, au développement et à la concertation des acteurs de l'industrie touristique et bioalimentaire du Québec au sein de différentes organisations régionales, sectorielles et à l'ITHQ. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion de l'École des hautes études commerciales de Montréal, ainsi qu'un baccalauréat en sociologie de l'Université de Montréal. Elle est, aujourd'hui, responsable de l'équipe conseil en approvisionnement local du Centre d'expertise de l'ITHQ qui contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Voilà. Excellent. Alors, rapidement, on avait une mise en contexte, mais le fait de passer en deuxième, je pense que, puis le contexte de la journée, la mise en contexte peut se faire assez rapidement. C'est sûr, on fait une présentation sur l'intelligence de marché évidemment, qu'est-ce que c'est l'intelligence de marché? C'est de collecter de la donnée pour nous permettre, après ça, d'adapter notre offre, le développement de nos produits, tester justement de nouveaux produits, prendre des décisions. Ça permet de comprendre le marché, ça va permettre d'agir plus rapidement. Vous pouvez avancer à la prochaine, qui était voilà l'intelligence de marché. Ensuite, on avait une autre diapo, la prochaine, on va les faire très, très, très rapidement. Vous pouvez passer à la prochaine. Puis vous aurez de toute façon accès à la présentation dans le cadre de l'enregistrement. Là. Alors, le rapprochement entre l'offre et la demande, bien sûr, ne se fait
pas sans la contribution de part et d'autre. C'est-à-dire que la demande et l'offre doivent se rejoindre mutuellement. Et il y a des enjeux de connaissance de part et d'autre. Alors, à la prochaine, s'il vous plaît. Ensuite, oui, on définit qu'est-ce que c'est qu'un aliment québécois selon la définition du gouvernement. C'est un aliment qui vient d'ici. Ben, je pense que c'est des choses qui sont quand même assez connues. Prochaine. Les modes de gestion. Ce qu'on vous présentait, c'est un petit peu les modes de gestion des milieux institutionnels en autogestion ou en concession alimentaire. Ce qui est important de dire, c'est que les données qu'on présente couvrent à la fois des institutions qui sont dans les deux modes de gestion, soit en autogestion par l'établissement lui-même ou en concession par de la sous-traitance d'entreprises spécialisées en services alimentaires. Donc, on va aller tout de suite à la prochaine. L'offre alimentaire dans le milieu institutionnel, ça, ce qui est important de mentionner, c'est que l'offre alimentaire, c'est pas seulement, faut pas confondre avec des services alimentaires. L'offre alimentaire, elle est très large. Elle va toucher vraiment dans le milieu hospitalier tout ce qui est les patients, les plateaux repas, tous les différents points de service qu'on retrouve dans les milieux institutionnels qui peuvent être de la cafétéria avec des repas complets jusqu'au café bistrot en passant par des bannières commerciales. Et évidemment, il y a d'autres types aussi, comme les collations, les machines distributrices. Alors, ça prend tout ça en considération. Ensuite, la prochaine. Donc, la quantification des achats alimentaires, c'est vraiment le service d'accompagnement offert par les THQ. On accompagne les établissements, bien sûr, à ce qu'ils aient une cible d'achat, mais on fait ce qu'on appelle la quantification des achats alimentaires. C'est d'analyser la provenance des aliments puis déterminer la proportion d'aliments qui sont de provenance du Québec. Alors, ça permet de se fixer des cibles, vraiment de mieux travailler là, pour suivre ces résultats. On a, nous, accompagné 673 installations. Toutes ces installations-là, on n'a pas fait la quantification. Toutefois, on en a fait beaucoup. Et c'est toutes ces données, toutes ces quantifications-là mises en commune, là, toutes amalgamées, qui constituent l'échantillon de ce qu'on présente. C'est une collecte de données qui date de 2 ans. Alors, ça fait 2 ans qu'on collige la donnée. Et c'est tout ça amalgamé ensemble et ça provient de différentes listes. Il y a différentes institutions qui nous fournissent des listes complètes selon leur menu. Et ce que je disais tout à l'heure, je parlais de l'offre alimentaire, les collations, par exemple, il y en a pour qui la quantification consistait à l'analyse de leur collation, puisque c'est ce qui constitue leur offre alimentaire. Alors, c'est juste pour bien mettre la table sur ce en quoi constitue l'échantillon à partir desquels on présente les données qu'on vous montre aujourd'hui. Alors, ça fait le point pour ça. Merci. Alors, là, on va vraiment vous présenter le portrait actuel du marché rapidement. Alors, le temps d'avancement de la SNAC, c'est pour vous montrer un peu le bassin d'institutions qu'on a. C'est quand même volumineux. Et donc, les prochaines diapos là, vont vraiment parler un petit peu d'elles-mêmes. On peut passer. Voilà. Le portrait des achats alimentaires à partir de l'échantillon. On a quantifié, nous, à l'heure actuelle, près de 100 millions de dollars d'achats alimentaires dans les établissements visés par la SNAC, des secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Chacun, là, c'est très, très variable. Au niveau de la santé, on a 85 millions, l'éducation, 6 millions et l'enseignement supérieur, 7 millions. Et chacun, les pourcentages que vous voyez plus bas, ce sont la proportion d'aliments, le portrait là, de la moyenne globale d'aliments de provenance québécoise. Alors, 45,6 % dans la santé. Ce chiffre-là, je veux juste mentionner qu'il y a quand même des établissements de la santé qui ont atteint un 60 %. Alors oui, c'est possible d'avoir un chiffre beaucoup plus élevé, mais c'est vraiment les moyennes globales par secteur. Alors, 51,1 % en éducation et 56 % en enseignement supérieur. Ensuite, pour chacun des secteurs, l'éducation et l'enseignement supérieur, on a retiré des constats. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais plutôt aller sur les chiffres parce que pour chacun des secteurs, il y a quand même des constats sur leur réalité, des modes de fonctionnement qui vont permettre de mieux comprendre les marchés, puis mieux comprendre aussi les chiffres, pourquoi les chiffres se reflètent de cette façon-là. Alors, les données qu'on présente, on a pour chacun des secteurs 3 catégories d'aliments qui représentent les plus grandes dépenses pour chacun. Alors, c'est des pourcentages sur les achats totaux, sur les achats globaux du total de leurs achats. Alors,
Pour les deux secteurs, la plus importante catégorie, c'est les pâtisseries et les viennoiseries avec 14 %. De ça, la provenance est 26 % de l'extérieur du Québec pour l'éducation et 41 % pour l'enseignement supérieur. Ensuite, le deuxième secteur pour les écoles, c'est le fromage. Et le troisième, c'est les boissons, jus et eau. Petite variation au niveau de l'enseignement supérieur, c'est les boissons qui sont plus élevées, avec 9 % pour eux, 53 % de provenance hors du Québec. Ça s'explique par des boissons de type frappuccino, café glacé, breuvage sportif là, de type Gatorade et ainsi de suite. Et le fromage à 6 %. Alors, la prochaine diapo va montrer des produits les plus achetés. Là, c'était les catégories. Là, on a vraiment des produits. Alors, pour chacun des secteurs, évidemment, les produits les plus populaires, le fromage, les viennoiseries, le poulet. Et ce qui est important de regarder, c'est que ça, c'est en ordre d'importance, les six produits les plus achetés en termes de dollars. Et en rouge, on retrouve les produits qui sont de provenance de l'extérieur du Québec. Alors, parmi les top 6, dans les écoles, on a le fromage en portion cheddar doux blanc de la marque Black Diamond. Et dans notre enseignement supérieur, je dois dire malheureusement, on retrouve à deux points les fameuses frites, alors qui viennent de l'extérieur. Ensuite, la prochaine diapo fait un petit peu le même exercice sur le secteur de la santé et des services sociaux. Alors, encore là, des constats sur les réalités de ces milieux-là. Et les catégories de produits les plus associés aux plus grandes dépenses, dans ces cas-là, ce sont les légumes surgelés, 47 % qui viennent du Québec. Alors, si on fait un lien avec la présentation qui a été faite tout à l'heure, là, il y a des liens à faire. Les boissons jus eau, encore une fois, à 7,2 % et le fromage, qui est la troisième catégorie d'aliments le plus acheté dans le réseau de la santé et des services sociaux, et 17 % provient du Québec. Il faut savoir que le fromage est un produit qui est consommé quotidiennement dans les milieux de la santé et en portions. Alors, la prochaine diapo va encore faire le même exercice sur les produits les plus achetés au niveau de la santé. Et là, on est beaucoup dans le produit laitier, dans les jus. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de rouge sur cette diapositive-là. Alors, les 6 produits les plus achetés par le milieu de la santé proviennent de l'extérieur du Québec. Voilà, ça dit ce que ça a à dire. Prochaine, là, on va parler un peu plus des prévisions de l'avenir, des perspectives. Et alors, on peut poursuivre. Voilà. Alors, des perspectives de développement par catégorie d'aliments. Alors là, on a ressorti les catégories d'aliments. Alors, aliments préparés, produits céréaliers et autres farines, produits laitiers et boissons. Ce sont des catégories d'aliments dans lesquelles il y a des sous-catégories. Et on a ressorti ces sous-catégories-là qui sont de plus forte proportion de provenance hors Québec. Alors, dans la catégorie mets fonctionnels, on a les mets texturés, boissons avec suppléments purés pour bébés. Et on a la sous-catégorie des accompagnements cuisinés, les soupes, mets préparés, frites et pommes de terre précoupées, tout ça ensemble, ça représente 6 millions. Et là, je ramène l'échantillon de 100 millions de dollars des données qu'on a recueillies. 72 % tout ça provient du hors-Québec. Même chose, produits céréaliers, les produits laitiers, 76 % hors Québec avec les fromages en tranches râpées et portions. Alors, on a les données là, qui démontrent très bien les perspectives de développement qu'il y a. Et la prochaine diapo va montrer ces perspectives de développement-là, mais au niveau de certains produits spécifiques. Alors là, on a vraiment identifié des produits qui sont en demande, qui sont consommés par les milieux institutionnels et pour lesquels il y a peu d'offres québécoises. Le fromage en portion, sans surprise. Pommes de terre en flocons, lait en poudre, de la protéine végétale texturée, le sous-produit de la tomate, les oignons en décongelés, biscuits de type soda, céréales à déjeuner, les boissons hydratantes sportives dont on parlait et les boissons au café froid, le lait maternisé, les viennoiseries sans trace de noix. Et la prochaine diapo, on va y arriver, c'est les tendances sous le radar. On a répertorié aussi à travers nos accompagnements, on fait beaucoup de constats, on voit beaucoup de réalités. Alors, il y a des produits qui sont demandés, qui sont populaires, qui gagnent à introduire davantage nos milieux institutionnels. La fameuse protéine végétale, les petits fruits québécois surgelés, les légumes frais, préconditionnés, donc c'est-à-dire tout ce qui est râpé, épluché, ciselé, les fruits et les légumes de serre, les mets préparés et les légumes surgelés, et tout ce qui est filière émergente, le sarrasin, le soja, l'avoine nue, et en fait, les produits, tout ce qui est critères de durabilité là, qui ont la cote. Alors, c'est des produits qui sont
très en demande. Alors, on va passer à la dernière diapo, finalement, on va y arriver. Alors, notre méthodologie, présentement, était une quantification manuelle. On va passer, là, j'espère que vous avez tous vu la petite capsule vidéo de l'outil de quantification numérique qui s'en vient, qui n'est pas encore prêt, là, mais qui est prêt, mais qui n'est pas encore tout à fait, qui poursuit son développement. Alors, on pense à ce travail-là de façon numérique. On va outiller les établissements à être plus autonomes dans ce travail-là. C'est un travail qui est très fastidieux, mais avec la technologie, on rend ça plus facile et ça va permettre aussi de développer de l'intelligence de marché encore plus précise et plus complète avec toute l'utilisation de la métadonnée qui va être générée par cet outil-là. Et voilà. Je vous remercie. Ah, Brigitte, bravo pour cette présentation marathon. Écoutez, je vais prendre le temps pour une question. Je pense qu'après, on va avoir à retourner en grand groupe. Mais c'est une question assez concrète, là. C'est une productrice de pommes de terre et d'oignons qui nous écrit ici. Alors, ça s'adresse à Catherine et Julien en particulier. Elle vous demande si vous avez prévu une suite à votre projet pilote avec un volet terrain permettant de connecter les producteurs et ou les transformateurs directement avec les institutions concernées. Ben, je me permettrai de répondre à cette question-là. Oui, c'est prévu. Tout ça à travers la place des producteurs, qui est une plateforme de commercialisation là, qui offre des services, entre autres, d'achat en ligne, de transport et puis de consolidation de commandes. Alors, comme je le mentionnais, on va voir si ce serait possible et commercialement intéressant d'offrir ce service-là aux institutions qui pourraient à ce moment-là aller commander là, directement en ligne auprès des producteurs, membres de la PDP, leurs produits, puis se les faire livrer aussi sur une base régulière. C'est sûr que les besoins, je dirais, des institutions ne sont pas exactement les mêmes que ceux de nos acheteurs plus traditionnels, comme par exemple les kiosques, les marchés publics, les fruiteries, etc. Alors, il va falloir voir comment est-ce qu'on peut adapter nos services là, pour cette nouvelle clientèle-là. Mais on va certainement le regarder. Et puis, si on le met de l'avant, bien, il est prévu là, que ce service-là soit offert là, pour la prochaine saison, soit en 2024. Merci beaucoup. Il est 14h10. Je crois qu'on va revenir sur la scène principale. Je n'avais pas de nouvelles questions dans le chat de toute façon. Alors, merci Brigitte, merci Julien, merci Catherine. Je pense que les gens ont bien compris les vastes opportunités qu'il y a pour les institutions publiques là, à faire ou avec le marché, mais aussi du côté des industries bioalimentaires, des occasions à saisir. Mais pour saisir ces occasions-là, il faut être capable de lire le marché. Et vous nous avez introduit aujourd'hui, je pense, de façon très exemplaire, comment on peut lire ce marché-là. Et il y a quand même, on peut le dire, des millions de dollars à la clé dans ces marchés-là. Et sachez, juste pour terminer, que les achats institutionnels québécois, c'est un petit peu au-delà de 2 milliards d'achats d'aliments pour ce qui est de l'ensemble du réseau des institutions publiques du Québec. Donc, ça constitue un levier de développement économique pour le Québec qui peut être intéressant si on arrive à réorienter les achats des institutions plus vers les produits québécois. Voilà. Alors, je vous invite à revenir sur la scène principale. Encore une fois, Julien, Catherine et Brigitte, merci beaucoup. C'était très éclairant. Merci, Alain. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci.